Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle Innovation Talk autour du nouveau paysage énergétique des bâtiments. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la session 4, la dernière session de notre série. Et aujourd'hui, on va parler de génération de grâce à la flexibilité énergétique. Premièrement, donc un petit récap des différentes sessions et de ce que nous avons pu voir jusqu'à maintenant. Donc on a eu une première session qui parlait de la mobilité électrique et comment on anticipe la massification des besoins énergétiques. Ensuite, on a eu une session 2 où on a parlé plutôt d'automatisation des bâtiments, de GTB et de comment on va réduire la facture énergétique. La dernière session, on a parlé de consommation et de production locale pour reprendre le contrôle de votre énergie. Et pour cette dernière session de cette série, on va parler de génération de revenus grâce à la flexibilité énergétique. Donc, pour cet agenda aujourd'hui, donc je vais vous passer l'agenda. Donc, déjà, je vais vous introduire les intervenants de cette session. Ensuite, on va parler du bâtiment comme une nouvelle source de flexibilité. On va parler de la notion d'agrégateur. Qu'est-ce qu'un agrégateur ? On va parler de la notion de flexibilité. Et ensuite, on va vous présenter un cas concret qui est le bâtiment Intensity de Schneider Electric et qui est du coup un bon use case avec une démo. Et ensuite, on terminera par une conclusion et des questions-réponses. Donc, vous aurez vraiment toute l'attitude en fin de session pour pouvoir poser toutes vos questions et on prendra vraiment un temps pour y répondre. Pour ceux qui n'auraient pas pu participer aux sessions précédentes, sachez qu'on va mettre aussi le lien du replay. Comme ça, vous serez vraiment autonome, on va dire, pour reconsulter des sessions. Donc aujourd'hui, sans plus attendre, je vais vous présenter donc nos intervenants. Donc on va retrouver Valentin Ivaldi, qui est business développeur microgrid chez Schneider Electric. On ne le présente plus puisqu'il est vraiment intervenu à toutes les sessions, donc je pense que maintenant vous le connaissez. Et aujourd'hui, on a la joie d'avoir un invité spécial qui est Jeff Knopfli, qui est cofondateur et CEO de la société Survoltage. Donc Jeff, je vais peut-être te laisser déjà te présenter et présenter la société Survoltage en quelques mots. Et bonjour à tous, Jeff Knopfli, CEO et cofondateur de la société Survoltage. Survoltage, qu'est-ce que c'est? C'est une société technologique qui permet de connecter tout type d'équipement, de consommation, de production et évidemment de stockage, c'est le sujet du jour, et de les faire finalement danser au sens des réseaux électriques pour consommer l'électricité au bon moment quand elle est fortement disponible, peu carbonée et pas chère. C'est vraiment le monde des flexibilités électriques. On verra comment on peut aller valoriser sur ces marchés. C'est tout le but de la session et on va en parler dans quelques minutes. Exactement. Merci beaucoup, Jeff, pour cette présentation. Du coup, je vais laisser Valentin et Jeff dérouler la présentation de ce webinaire. Bonne écoute à tous et gardez vos questions pour la fin de la session. Eh ben, merci Caroline. Donc avant de parler de flexibilité et de rentrer dans le détail de qu'est-ce que la flexibilité, je vais refaire une passe sur des sujets qu'on a entre guillemets déjà évoqués lors des derniers webinars. Aujourd'hui, si on prend un peu de hauteur sur le paysage énergétique en France, ce qu'on constate, c'est qu'il y a encore quelques années, on était sur une chaîne de valeur historique avec de la production qui était majoritairement centralisée, du nucléaire, des centrales à gaz ou autres, et qui était ensuite distribuée vers le consommateur. Donc le consommateur était uniquement consommateur, et ce qu'on constate depuis quelques années, depuis quelques mois, et ça s'accélère encore, c'est que le consommateur d'hier est devenu également un producteur, ce qu'on appelle au sein de Schneider un prosumeur. Il a donc la capacité à la fois de consommer l'électricité qui vient du réseau, mais de produire sa propre électricité. Pourquoi ? Parce qu'on peut voir l'installation de panneaux photovoltaïques sur différents bâtiments. On va également voir un certain nombre d'acteurs qui installent des batteries sur leur site, des batteries stationnaires. Ils ont donc la capacité derrière de soit autoconsommer la totalité de la production locale, ou ils peuvent, dans certains cas, exporter, revendre une partie du surplus. Donc vous comprenez que le fait que le consommateur soit également devenu un producteur, ça pose différents challenges et opportunités d'un point de vue réseau. Si on fait un rappel sur le microgrid et en quoi le microgrid rend le bâtiment
que le microgrid convertit un bâtiment comme une nouvelle source de flexibilité. Donc, pour rappel, si je refais une passe sur la définition de qu'est-ce qu'un microgrid, et vous comprenez que ça fait le lien direct entre flexibilité et stockage. Donc, un microgrid, c'est quoi? C'est un ensemble de ressources énergétiques distribuées. Donc, ça peut être de la production, ça peut être du stockage, et également des charges des consommateurs. Et donc, c'est un ensemble de ressources énergétiques distribuées qui vont fonctionner soit en parallèle du réseau, soit déconnectées du réseau. C'est-à-dire qu'on peut avoir un site qui est connecté au réseau avec des bornes de recharge, de la production photovoltaïque, du stockage. Et l'objectif, ça va être de venir piloter ces assets pour optimiser, réduire la facture énergétique du client. Et on peut également avoir un microgrid qu'on appelle ilotable ou déconnecté, c'est-à-dire qu'on a la capacité de venir se déconnecter du réseau parce qu'il y a potentiellement un blackout et on va fonctionner sur ces sources de backup. Et l'idée, via le concept de microgrid, c'est de venir décarboner les solutions de backup qui sont aujourd'hui principalement à base de groupes électrogènes. Et on peut imaginer avoir du backup à base de photovoltaïque, batterie et groupes électrogènes. Donc, quand on parle de ce type de projet, on parle de projet en autoconso. On le verra après, plus tard dans les slides, la différence entre un projet qu'on appelle front of the meter et behind the meter. Quand on parle de batterie, je laisserai Jeff expliciter la différence entre ces deux types de projets. Quand on parle de microgrid, on est donc bien sur un projet en autoconso, c'est-à-dire que sous le compteur principal du client, on retrouve à la fois des consommateurs, le bâtiment et les bornes de recharge, et également de la production locale. Donc, vous comprenez, qui dit microgrid dit optimisation de la facture, dit décarbonation des sources de backup, et via ce concept de microgrid, on rend le bâtiment flexible parce que vous comprenez qu'à tout moment, on est capable de venir moduler à la fois la production du bâtiment, production des panneaux photovoltaïques, décharge du système de stockage, consommation des bornes de recharge. Donc, il y a deux types de flexibilité. On le verra, la flexibilité implicite et explicite qu'on est capable d'activer et de monétiser. Je continue toujours dans la même veine avant de laisser la main à Jeff sur la partie agrégation. Donc aujourd'hui, sur les différents bâtiments, on retrouve différents types d'équipements. On va retrouver des bornes de recharge, on va retrouver des GTB, on va retrouver dans certains cas des batteries stationnaires, on va retrouver des EMS. Donc pour rappel, un EMS, c'est ce qu'on appelle un Energy Management System. C'est tout simplement un logiciel de gestion d'énergie qui est en charge de piloter la production photovoltaïque du site, la décharge du système de stockage. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on essaye de faire au sein de Schneider Electric, c'est de standardiser l'interface entre ces différents produits, ces différents assets qui sont installés sur le site client avec d'autres acteurs que sont les fournisseurs d'électricité, les agrégateurs et les gestionnaires de réseau. Pourquoi on essaye de standardiser et de simplifier cette interface? L'objectif, c'est de réduire les coûts d'intégration, dépendamment avec quel agrégateur on est amené à travailler. Donc, l'objectif pour nous, c'est de faire une agrégation technique de l'ensemble des produits et d'avoir une seule, entre guillemets, interface standardisée, la plus standardisée possible pour simplifier l'interfaçage entre ces différents acteurs. Vous comprendrez quel est le rôle d'un agrégateur. C'est lui standardiser l'accès à ces différents équipements pour qu'il y ait un pilotage le plus simplifié possible. Et donc, dans notre cas, on suit, entre guillemets, les recommandations du label de la marque FlexReady. FlexReady, c'est un label, une marque qui est portée par l'association Think Smart Grid, qui vise à faciliter la valorisation de la flexibilité électrique des différents bâtiments. Donc, on suit ce label pour faciliter l'interfaçage de nos différentes solutions, produits, batteries, bornes de recharge, avec notamment les agrégateurs pour être capable d'activer cette fameuse flexibilité. Et je te laisse la main, Jeff, pour parler de l'agrégation et qu'est-ce qu'un agrégateur. Alors effectivement, qu'est-ce qu'un agrégateur? Le terme peut paraître un petit peu barbare, on va dire ça comme ça. Un agrégateur, tout simplement, c'est un intermédiaire de confiance entre finalement l'actif, le bâtiment et tous les actifs qu'il contient, et finalement le marché de l'électricité, sur lequel effectivement généralement les propriétaires des sites, sauf les très gros industriels, n'en sont pas forcément conscients de comment ça fonctionne pour les professionnels de ce milieu. Donc finalement, on met en relation un certain nombre de sites avec ces marchés d'électricité.
on les agrège, c'est-à-dire qu'avec des sites qui n'auraient pas pu initialement participer à ce genre de mécanisme de flexibilité, n'auraient pas pu accéder à ces marchés de gros, eh bien, on en fait un lot pour faire en sorte qu'on puisse les exposer sur le marché pour le client. Alors, quels sont finalement ces marchés? C'est le marché de gros de l'électricité, là où les blocs d'énergie s'échangent tous les jours. Certains marchés sont la veille pour le lendemain, on appelle ça le day ahead. Certains marchés sont avant l'heure de livraison, c'est l'intraday. Et il y a même certains marchés qui vont encore plus loin, proches de la fenêtre opérationnelle du temps réel, qui est par exemple le continuous intraday. Et puis, on a des marchés qui sont des marchés d'équilibrage, on y reviendra un petit peu après, qui sont gérés notamment en France par le transporteur d'électricité, RTE, sur lequel il y a des mécanismes qu'on appelle la FCR, la FRR, le MFRR et le MECAPA. Désolé pour tous ces termes un petit peu barbares sur lesquels on va revenir un petit peu après. Et donc, notre rôle, et notamment sur Voltage, est un agrégateur. Notre rôle, c'est de donner des solutions clés en main pour finalement traduire quelque chose qui paraît très complexe en quelque chose de très facilement accessible et d'aller récupérer cette valeur sans perturber le besoin, le gain initial qu'amène l'actif. Le gain initial de l'actif, c'est maximiser l'autoconsommation pour une batterie. Pour une GTB, c'est potentiellement préserver le confort dans le bâtiment. Donc voilà, l'agrégateur va faire tout ce qu'il faut pour que ce soit clé en main et facile d'accès, alors que de manière sous-jacente, ce sont des marchés assez complexes. Alors, qu'est-ce que la flexibilité? Une position de yoga, une façon d'être. Qu'est-ce que la flexibilité électrique finalement? La flexibilité électrique, elle intervient dans le cadre de finalement d'un équilibre subtil. L'équilibre, il est entre la production d'électricité et la consommation d'électricité. Et à chaque instant, elles doivent être égales parce qu'on est finalement dépourvu de stockage à grande échelle. En France, aujourd'hui, le stockage par batterie représente à peine quelques minutes. La France pourrait tenir quelques minutes sur batterie et encore. Donc, on est dépourvu de stockage à grande échelle. Donc, si on veut maintenir finalement une fréquence du réseau à 50 Hz en Europe à tout instant, il faut que cette production et cette consommation soient égales. Et donc, la personne responsable en France de cela, c'est le réseau de transport d'électricité, RTE. Il doit acheter des services pour faire en sorte d'être toujours à cet équilibre. Et donc, il cherche des gens qui ont des actifs de flexibilité pour pouvoir ajuster leur consommation ou la production en fonction de différentes échelles de temps. Comment fonctionnent ces marchés? Il y a vraiment des temporalités très différentes. On a repris ici finalement la littérature du réseau de transport d'électricité sur ce sujet. C'est une illustration de leur part. On a des flexibilités régulières, structurelles, anticipables, qui vont de l'année de livraison dans 3 ans, même plus, de savoir que typiquement, on va aller allumer des centrales, par exemple à gaz, plutôt sur les moments de pointe. On va avoir beaucoup de cloches solaires potentiellement les jours d'été, les jours de printemps où il fait beau. C'est assez facilement prévisible. Et donc, on va aller positionner des actifs de consommation et de production pour aller positionner tout ce qu'on est capable d'assurer. Et c'est déjà une première source de flexibilité. Ensuite, on va rentrer avec des mécanismes de flexibilité un petit peu plus dynamiques dans une fenêtre de tir, disons de la semaine jusqu'à l'heure de livraison. Le marché va s'ajuster, les prévisions météorologiques vont changer, on va avoir plus ou moins de vent, plus ou moins de soleil qui font que on va aussi avoir une consommation un petit peu différente. Donc, le marché va aller se fournir avec des produits un petit peu de dernière minute. Les 15-20 derniers % de l'incertitude vont venir chercher des prix qui vont ajuster soit la consommation, soit la production. Et c'est là qu'on parle finalement des marchés de spot, qui soient day ahead ou intraday, sur lequel on va venir ajuster ce qu'on avait initialement anticipé parfois quelques années avant, parce qu'on se retrouve face à la situation qui va arriver très prochainement. Et puis, RTE, le réseau de transport d'électricité, 1 heure avant la livraison, donc à l'heure actuelle, disons à 10h17 pour 11h17, il dit, le marché, vous avez parlé, vous vous êtes équilibré d'une certaine façon, il y a des gens qui ont acheté des blocs, il y a des gens qui ont vendu des blocs. Vous pensez que ça va permettre un équilibre. Cet équilibre, effectivement, n'est jamais parfait.
Et donc, RTE reprend le contrôle opérationnel du réseau, dit au marché, c'est bon, vous avez fait vos courses. Maintenant, je prends le contrôle et je vais tout faire pour que l'équilibre soit parfait. Et donc, il va acheter des flexibilités d'équilibrage, des mécanismes qui vont permettre en temps réel de maintenir la fréquence avec différents mécanismes. Je ne rentrerai pas dans les flexibilités de sauvegarde. Vous avez déjà entendu parler de EcoWatt. Il y a aussi d'autres flexibilités de sauvegarde qui existent pour délester de manière urgente. Heureusement, c'est des choses qui sont très rarement pratiquées. Donc, je n'en parlerai pas plus pour aujourd'hui. Encore un petit diagramme de RTE assez intéressant. On doit maintenir notre fréquence à 50 Hz. Et pour cela, eh bien, on doit jouer sur la consommation ou la production d'électricité. Et donc, il y a différentes temporalités parce que tout simplement, la physique sous-jacente fait qu'on a des objets qui peuvent répondre très vite et on a des objets qui ne peuvent pas répondre à la bonne vitesse. Donc, la première chose, c'est à chaque milliseconde, quasiment, la fréquence est analysée. Et quand on a une déviation de la fréquence, elle va être corrigée par la réserve primaire. La réserve primaire va essayer de ramener la fréquence à 50 Hz avec des actifs de consommation et de production dans l'ordre des 500 millisecondes à la seconde. C'est à peu près à cette échelle de temps. Donc là, on imagine que tous les actifs ne peuvent pas y participer. Vous prenez un barrage, le barrage, il va avoir quand même du mal à démarrer dans un temps qui permet de répondre en quelques millisecondes. On a de la physique, on a de la mécanique. C'est juste pas possible qu'ils y participent. Donc ici, on va avoir un certain type d'actifs, notamment des centrales nucléaires, des grosses machines tournantes qui sont capables de faire accélérer ou finalement un petit peu ralentir la roue, qui a un impact assez fort finalement sur la fréquence et ils ont une petite marge de manœuvre pour jouer avec et donc ils l'exposent sur les mécanismes de réserve primaire. Donc la réserve primaire, elle est fermée d'une certaine façon, elle a un certain volume de mégawatts, ce n'est pas forcément énorme, on parle plutôt en centaines de mégawatts sur le territoire français. Et donc, cette réserve, elle peut s'épuiser. C'est-à-dire qu'imaginons là maintenant 11h20, la réserve est fortement sollicitée, disons à la baisse, il faut baisser la production. Alors, on va utiliser l'ensemble de la réserve et on se met donc en danger. Pourquoi? Parce que on n'aura plus la possibilité d'aller encore plus bas si jamais il le fallait. Parce que si jamais on était dans une tendance fortement descendante de production, eh bien alors la réserve, elle serait saturée et elle ne pourrait plus intervenir. C'est donc là qu'intervient la réserve secondaire. Alors la réserve secondaire, elle a un autre nom, j'en suis désolé pour ça. Elle s'appelle aussi l'AFRR, l'Automatic Frequency Restoration Reserve. Elle permet justement de venir soulager la réserve primaire pour que la réserve primaire revienne à son état nominal. Et la réserve secondaire va faire intervenir d'autres types d'actifs qui vont pouvoir répondre dans un délai plus proche, disons de 5 à 10 secondes avec des signaux assez répétés, avec un temps de mobilisation global de l'ordre de 300 secondes pour être à pleine puissance. Et donc là, on voit qu'il y a des actifs plus d'actifs qui peuvent y participer. Notamment, les batteries sont des actifs assez fantastiques pour ça parce que répondre dans cette durée-là de temps est tout à fait envisageable et ne pose pas de problème mécanique ou physique sous-jacente. Cependant, encore une fois, il peut y avoir certains barrages, par exemple, sur de la FRR, c'est une possibilité dans certains cas, mais on voit qu'il y a certains actifs qui vont avoir du mal à se lancer et à s'arrêter à cette fréquence temporelle. Donc, on arrive avec encore une autre réserve qui va être là pour soulager la FRR parce qu'une fois qu'elle est saturée, eh bien, on est à risque parce qu'on ne pourra plus réintervenir en cas de prolongation de l'événement. Et donc, on va démarrer des actifs sur la réserve tertiaire. Encore une fois, désolé pour le nom un peu barbare, qui est le MFRR, Manual Frequency Restoration Reserve, sur lequel elle va venir d'une certaine façon soulager la FRR et finalement être dans une durée un peu plus longue, c'est-à-dire qu'on voit une déstabilisation. RTE voit une déstabilisation un petit peu long terme et donc va appeler des gens sur cette réserve pour qu'ils soient là un petit peu dans la durée, dans un délai de mobilisation de l'ordre de la dizaine de minutes, 10-13 minutes pour se mettre à disposition. Cette réserve est beaucoup plus grande de ce fait-là parce qu'il y a beaucoup plus d'actifs qui peuvent y participer. On imagine des centrales photovoltaïques, évidemment des batteries peuvent y participer, des centrales même un peu plus, jusqu'à quasiment des centrales hydrauliques qui peuvent y participer sans trop de problèmes. Et donc, cette réserve est plus grande et elle permet d'anticiper des situations plus long terme.
Voilà. Plus on va vers la FRR, plus on va dans et la FCR, plus on va dans quelque chose de critique. On est en train de parler de l'équilibrage du réseau, on est en train de parler d'éviter des situations qui, sur le territoire, ne sont pas arrivées depuis longtemps, mais on est en train d'essayer d'éviter des situations de blackout. On est dans des certifications donc beaucoup plus complexes quand on est sur la FCR et sur la FRR, un peu moins complexes quand on va vers le MFRR, tout simplement parce que voilà, c'est un sujet quasiment étatique. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de certifier des capacités sur de la FCR et de la FRR, rien d'impossible, que sur le MFRR. Le bâtiment source de flexibilité, 2 types de flexibilité. Je laisserai Valentin parler des flexibilités implicites et j'enchaînerai sur les flexibilités explicites. Merci Jeff. Donc oui, quand on parle d'un bâtiment, entre guillemets, on va dire le trio qu'on va retrouver sur un site en France, donc la plupart des sites, entre guillemets, sont raccordés au réseau. On retrouve très souvent des bornes de recharge, très souvent du photovoltaïque, avec dans certains cas un groupe électrogène comme source de backup et également une GTB dans certains cas également. Et donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de clients qui viennent nous voir concernant le stockage d'énergie, pour savoir si ça fait sens ou non d'un point de vue économique de mettre du stockage. Et donc quand on parle d'un site avec des bornes, des panneaux, une batterie et une GTB, on peut déjà mettre en place de la flexibilité dite implicite. Donc là, on parle d'économie et de pilotage interne. C'est-à-dire que sur le site, on a un contrôleur qu'on appelle généralement EMS, donc l'Energy Management System, donc le cerveau du site, qui va décider de venir brider ou non la consommation des bornes de recharge en fonction d'un tarif d'électricité. Si on est en heure pleine, on veut potentiellement limiter la consommation de notre borne, qui va potentiellement décider de charger ou décharger la batterie dépendamment de la production photovoltaïque. Imaginons qu'on a du surplus de production photovoltaïque localement sur le site, qu'on n'arrive pas à autoconsommer, le contrôleur, l'EMS peut décider de venir charger la batterie pour stocker le surplus au lieu de brider la production photovoltaïque. Dès qu'on a une batterie sur site, on est capable de venir moduler la consommation du site par rapport au réseau, c'est-à-dire faire un décalage heure pleine, heure creuse. On peut décider de décharger une batterie lorsqu'on est en heure pleine pour limiter la consommation du réseau et inversement, charger la batterie lorsqu'on est en heure creuse parce que c'est le moment où on a un tarif d'électricité le moins cher possible. Donc, on est capable de faire ces différents cas d'usage et par flexibilité implicite, on va être également capable de venir lisser des appels de puissance. Qu'est-ce qu'on entend par appel de puissance ? On a un certain nombre de clients qui viennent installer des bornes de recharge, donc de nouveaux consommateurs qui peuvent avoir des consommations non négligeables, quand on parle de bornes AC, voire DC. Et dans certains cas, le site peut être amené à dépasser la puissance souscrite. Donc l'objectif, c'est via le pilotage interne d'être capable de venir lisser ces appels de puissance pour ne pas dépasser la puissance souscrite et ne pas payer de pénalité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en bon français du peak shaving. Donc on lisse ces appels de puissance et on est également capable d'avoir une stratégie de puissance souscrite un peu plus agressive. Quand on parle de stockage, on est capable de se dire, bon, je vais peut-être réduire la puissance souscrite de mon site, donc je vais faire des économies directes sur ma facture énergétique et au cas où j'ai des pics de consommation, je vais utiliser mon système de stockage et mon système de pilotage pour venir lisser ces appels de puissance et ne jamais dépasser la puissance souscrite du site. Donc, par flexibilité implicite, on parle donc d'économie sur la facture énergétique et d'un pilotage interne, c'est-à-dire qu'il y a un cerveau, un automate qui est installé sur le site du client et qui vient coordonner le fonctionnement de ces différents assets en gardant en tête que son objectif à lui, c'est de maximiser les économies sur la facture énergétique. Et donc, je te relaisse la main, Jeff, pour la partie flexibilité explicite, où là, on parle non plus d'économie, mais de revenus, et non plus d'un pilotage interne, mais d'une activation par un tiers et donc un agrégateur. Effectivement, merci Valentin. Et un petit peu en avance de phase, la flexibilité implicite d'une certaine façon est sur un site de consommation, ce qu'on va appeler plutôt un behind the meter, c'est-à-dire qu'elle est avec des actifs autres que la batterie. Et donc, quand on fait sur un site de consommation, on pense immédiatement à la flexibilité implicite dans un premier temps,
le gain de l'usage de la batterie en elle-même, et on va essayer d'y rajouter, sans impacter le besoin initial de flexibilité implicite, on va essayer d'aller faire de la flexibilité explicite sur les différents marchés qu'on a vus au préalable, qui sont finalement des marchés qui peuvent être des marchés de réserve, des marchés d'électricité et de bourse sur lesquels on va aller capter finalement ce qu'on appelle des spreads, c'est-à-dire des différences entre des prix à certains moments de la journée et des prix à d'autres moments, parce qu'il y a certaines choses qu'on peut finalement décaler où la batterie va nous aider à faire des décalages. Et enfin, on va avoir un des marchés que je n'ai pas forcément explicité au préalable, des marchés de capacité. Les marchés de capacité, c'est un marché sur lequel c'est un marché hivernal plutôt, parce que notre réseau électrique est plutôt tendu en hiver de manière historique sur le territoire français et sur lequel, eh bien, on va être capable de soulager le réseau à certains moments et de s'engager un petit peu comme dans un service de garde, à dire s'il y a un problème, en fonction de certaines conditions, je vais pouvoir mettre à disposition ma batterie pour diminuer la puissance soutirée sur le réseau. Donc, le rôle de l'agrégateur, c'est vraiment d'analyser finalement sur les sites, notamment behind the meter, les enjeux entre la flexibilité implicite et explicite et d'aller jusqu'à arbitrer finalement un revenu de flexibilité implicite. C'est très bien, il amène X, mais si je l'enlève et que je rajoute un mécanisme de flexibilité explicite qui ramène beaucoup plus, eh bien, j'ai arbitré et finalement, j'ai une enveloppe économique qui fonctionne bien. Donc, on aime bien appeler ça chez nous, chez Survoltage, le plan de conduite. Le plan de conduite sur un site, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire, sur quels critères, sur quel KPI. Est-ce qu'on n'a qu'une KPI en euros? Donc, dans ce cas-là, on va jouer avec beaucoup d'arbitrage. Ou est-ce qu'on a un site sur lequel il y a des KPI liés à la performance, à l'autoconsommation, au CO2? Voilà, on va venir s'adapter et finalement faire l'arbitrage en fonction des KPI du site dans ce fameux plan de conduite. Chaque équipement amène un profil de flexibilité différent par le service qu'il amène, par sa temporalité, par sa capacité, par son stock. Donc, notamment quand on parle de PV, quand on a du PV sur un site, évidemment, il va aider sur l'autoconsommation du site. Il va permettre de soulager aussi le réseau quand on a un excédent. On va pouvoir notamment potentiellement couper cette centrale et vendre ce service auprès du réseau, ce qu'on appelle du mécanisme d'ajustement à la baisse. L'AGTB, finalement, amène un certain service de batterie, pas la batterie dont on parle forcément en termes de BSS, pas de la pile, mais plutôt l'AGTB, le bâtiment, est une batterie d'une certaine façon thermique. On va pouvoir jouer sur certains leviers sur lesquels on peut penser par exemple à des systèmes de HVAC, on peut anticiper des pics de consommation du bâtiment pour lisser la consommation, en extraire une valeur à la fois sur des flexibilités implicites et sur des flexibilités explicites. Ça peut être fait par l'agrégateur sur un pilotage, ça peut être fait aussi totalement sur une programmation de l'EMS et de la GTB qui est présente sur le site. La batterie stationnaire, Valentin l'a déjà dit avant, on peut faire du peak shaving, donc limiter la puissance souscrite. C'est un premier gain parce qu'en fait, la batterie va pouvoir intervenir du moment où il va y avoir un dépassement. Alors, il y a un calibrage à effectuer pour être sûr qu'on va être dans la bonne puissance souscrite, mais c'est quelque chose qui se fait plutôt bien. Maximiser l'autoconso, évidemment. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, par rapport aux différentes réserves et par rapport aux différents mécanismes, la batterie est un outil fantastique pour participer à ces mécanismes-là. Cependant, il ne faut pas oublier non plus qu'il a un stock, c'est-à-dire qu'il a un stock fini. On parle souvent de batterie 2 heures, de batterie 4 heures, en fonction de l'énergie qu'elle est capable de stocker par rapport à la puissance qu'elle peut soutirer ou injecter. Donc voilà, la batterie ne pourra pas intervenir H24 d'une certaine façon parce qu'elle a des cycles naturels de charge et de décharge qui peuvent être forcés évidemment en fonction de la stratégie d'autoconsommation, de la stratégie de flexibilité explicite, etc. Et enfin, les RVE, c'est des batteries avec des roues sur lesquelles évidemment on fait beaucoup plus attention à comment on les manipule parce qu'à un moment donné, l'usage, c'est quand même que les gens puissent se rouler avec. Mais voilà, avec un parc notamment d'IRVE dans des sites tertiaires d'un certain nombre de véhicules, on a une capacité de flexibilité qui permet de jouer sur ces différents marchés ou d'aller aider le bâtiment avec une stratégie très différente en fonction de si on ne peut que soutirer dans les véhicules ou si on peut aller dans des technologies qui aujourd'hui sont pas énormément non plus déployées, mais dans des stratégies, vous avez peut-être déjà entendu, de V2G,
vehicle to grid sur lequel la voiture, sa batterie finalement peut être temporairement une batterie stationnaire qui permet d'aller aider le bâtiment et ou d'aller aider le réseau sur certains mécanismes. C'est là qu'on arrive justement sur le principe pour les BESS de la différence entre une batterie front d'émetteur. On voit sur le petit graphique à côté, elle est complètement exposée finalement au réseau. Son seul usage, c'est un service d'équilibrage. Donc, on est en plein dans les sujets de service au réseau électrique ou si je puis dire ainsi, de boursicotage sur les marchés de l'électricité pour aller capter les valeurs parce que la batterie fournit un service au réseau. Il y a des revenus importants sur le front d'émetteur, notamment sur la FRR. Attention sur la FRR avec une nécessité de certification, pas forcément des plus évidentes, mais qui se fait quand on monte ce type de projet, évidemment, avec un arbitrage spot, avec du positionnement sur le MFRR si on n'a pas forcément été sélectionné sur toute sa capacité en AFRR. Donc voilà, c'est vraiment un jeu de disjockey d'aller arbitrer en temps réel, en permanence, pour aller capter le meilleur de la valeur de ces batteries stationnaires qui sont exposées directement en face du compteur. Leur financement est plus complexe. Parce que finalement, on est sur des opérations sur des marchés qui peuvent être très profitables et en même temps très volatiles. Et donc, les banques, les institutions et autres vont aller chercher des lignes de sécurité. Et donc, c'est des projets souvent un petit peu plus complexes à maîtriser par rapport à des projets en behind the meter. Et justement, behind the meter, on a déjà parlé de leurs multiples bénéfices. Si je devais commencer par rapport à ma conclusion sur les front d'émetteurs, le financement est beaucoup plus simple, entre guillemets, parce qu'il se base sur une valeur d'usage du produit initial qui est là pour sécuriser d'une certaine façon l'approvisionnement en électricité sur une valeur, sur une période longue d'une dizaine d'années, sur lequel on peut faire une ligne auprès de sa banque en disant je vais avoir une énergie moins chère, garantie en prix, je ne vais pas être exposé à des variations qui peuvent arriver pour des raisons de problématiques de réseau, pour des raisons géopolitiques, c'est un sujet assez d'actualité. Et donc, ça, ça a une valeur. Et donc, cette valeur, elle est facilement, entre guillemets, finançable. Évidemment, l'énergie solaire produite qui avant était réinjectée à un prix faible est stockée localement, sans taxe d'accès sur le réseau. Et donc, ça permet un électron, globalement, un prix moyen pondéré des électrons sur le site, qui fait que c'est encore une fois une ligne supplémentaire qui fait que le projet a un financement sympathique. La participation aux réserves est possible. Encore une fois, elle est challengeante, mais elle est tout à fait possible, notamment sur AMFRR, de manière encore plus simple sur AMFRR. Et évidemment, on peut aller faire des arbitrages sur les marchés spot en générant ce qu'on appelle, c'est encore un terme barbare, une NEPCO, c'est-à-dire sur un site de consommation, aller déclarer un décalage de consommation, le faire certifier avec les règles NEPCO du marché pour tout simplement vendre un bloc d'énergie à la bourse qui est en fait une non-utilisation, un non-soutirage d'électricité à un certain moment de la journée. Donc, typiquement, on va déclarer une NEPCO à 8 heures du matin au moment où le prix est le plus élevé, notamment, par exemple, en hiver ou même en ce moment. Et cette valeur-là qu'on aura déplacée potentiellement à un autre endroit va générer un bloc d'énergie à 8 heures. Et ce bloc d'énergie a une valeur sur le spot qui nous permet d'aller capter une valeur de manière assez récurrente. Je vais le dire autrement, la batterie, elle se serait quoi qu'il arrive déchargée dans son comportement naturel à ces moments-là. Et en fait, on va juste le déclarer auprès du réseau, ce qui va permettre de le déclarer auprès des marchés et d'aller capter cette valeur. Et j'ai envie de dire, c'est une valeur qui peut être potentiellement faible, mais une valeur qui va être assez durable, une valeur qui peut se répéter tous les jours. Et donc, c'est à la fin de l'année, c'est des petits flux qui font des vraies sources de revenus assez intéressantes à aller capter. Quelques chiffres, parce que vous ne me laisserez pas sortir sans chiffres, je pense, en termes d'espérance de revenus, avec toujours des gros disclaimers sur certains marchés qui sont volatiles. Donc, on se doit de le dire. Cependant, il y en a certains qui sont, comme on l'a vu avant, plus ou moins, entre guillemets, bancables, plus ou moins stables. Et ça, évidemment, on travaille avec Valentin et les équipes de Schneider pour, dans les estimations, donner une visibilité très claire sur la garantie, la certitude, la volatilité de l'ensemble des marchés.
Quand on parle de GTB sur un site tertiaire, donc là, même en dehors même de la batterie, hein, même une GTB, par exemple Schneider, sur un EBO, un des produits de Schneider électrique, on parle jusqu'à 1 euro du mètre carré par an par rapport au site, notamment typiquement des sites plutôt on va dire de bureaux à usage à peu près standard tertiaire. Évidemment, ça dépend de ce qu'on a sur le site. Évidemment, ça dépend de ce qu'on nous laisse faire sur le site. Si on nous laisse contrôler l'éclairage, il n'y a aucun sujet, on ne va pas faire de la flexibilité là-dessus. Voilà, ça va vraiment dépendre de ce qu'on a. Un système avec un HVAC bien positionné dans un bâtiment isolé de manière normale, on va dire des années 2000, 2010, on va arriver à peu près sur ces valeurs-là entre les différents marchés qui peuvent être capacitaires avec des marchés qui peuvent être sur de l'arbitrage en énergie. Il est assez rare, ça dépend des cas, qu'on aille sur des marchés plus d'équilibrage sur ce genre de site, quoique ça dépend. Il ne faut pas s'enlever des options. Sur les batteries front, aujourd'hui, c'est un marché qui est encore très profitable. On trouve jusqu'à 250 300 000 euros du mégawatt. Quand on parle du mégawatt par an, le mégawatt, c'est le mégawatt de l'inverteur, donc de l'onduleur. Donc, si on a une batterie 100 kg, 200 kWh, c'est le 100 kg qui compte à cet endroit pour cette équation. Et on cherche généralement un stock de 2 heures, ce qui est a priori le cas souvent, jusqu'à 4 heures, qui semble être une tendance qui commence à arriver. Voilà, c'est beaucoup sur les batteries front liées à des marchés bien spécifiques, notamment sur la FRR, sur lesquels on va capter une grosse valeur. Beaucoup de batteries sont en train d'être installées. Ces marchés-là vont potentiellement diminuer. Nous, notre vision, c'est que potentiellement, ce marché-là va amener une valorisation un peu moins forte par mégawatt et par an dans les prochaines années. Cependant, ce qui va prendre le relais, qui va être vraiment une couche de revenus à peu près fiabilisée, c'est vraiment l'arbitrage sur les marchés en énergie, parce que la courbe des prix ne changera pas du jour au lendemain. Aujourd'hui, on va de plus en plus dans des courbes qui amènent des pics le matin à 8 heures profonds, à 20 heures, que ce soit en été ou en hiver. C'est toujours le même jeu en ce moment, avec un gros creux, notamment dans les périodes estivales, sur lequel on va aller jusqu'à des prix négatifs, c'est-à-dire qu'on va être payé pour recharger la batterie. Et voilà, cette forme des prix, elle se confirme d'année en année. Et pour nous, elle n'est pas prête de changer violemment sur un projet de batterie. Et donc, je n'ai pas envie de dire que c'est une sorte de floor, mais c'est une sorte d'élément qui semble perdurer et sur lequel un projet peut être amené. Et sur une batterie behind the meter, évidemment, en fonction des marchés sur lesquels on va positionner et en fonction du site sur lequel on se trouve, en plus des bénéfices de la batterie qui sont largement exposables dans un business plan, qui ont déjà été dit ici plusieurs fois, sur la dimension de la puissance souscrite, l'économie que ça fait, sur un arbitrage sur les heures pleines et les heures creuses, sur la maximisation de l'autoconso, etc. Ça va déjà amener une grosse enveloppe sur le projet. Et puis, eh bien, on va aller chercher, quand on le peut, des services supplémentaires sur le mécanisme capacitaire, sur le MFRR, encore plus d'arbitrage, pourquoi pas, sur les marchés en énergie. Et puis, quand c'est possible, même si c'est des projets qui sont plus longs en certification, d'aller jusqu'à de la FRR, même sur du behind the meter, c'est possible, bien que plus challengeant. Donc, on va y trouver une valeur dans les ordres des 100 000 euros aujourd'hui. Voilà, valeur qui peut aussi évoluer, mais elle est assez sécurisée par finalement les autres bénéfices primaires de la batterie par l'usage sur un site de consommation ou dans un microgrid. Je laisse la main à Valentin sur la partie d'intensity. Merci Jeff. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous avez différentes questions et on y répondra à la fin. Donc, on vous a expliqué qu'est-ce qu'était la flexibilité, les différents types de flexibilité et comment on est capable ou non de l'activer. Donc là, on va vous montrer un cas concret où on met en place ces deux types de flexibilité, implicite et explicite. Donc, sur le site de Schneider Electric, c'est un des sites sur lequel, c'est le site sur lequel je suis basé à Grenoble. Donc, on est sur un site qui fait 26 000 m², sur lequel on a à peu près 900 kW crête de panneaux photovoltaïques, sur lequel on a une batterie qui fait 100 kW, 300 kWh, donc on a une batterie stationnaire. On a une trentaine de bornes de recharge et on a également 2 petites éoliennes que vous pouvez voir sur le fond.
Donc, ce site est donc ce que l'on appelle un microgrid connecté au réseau, c'est-à-dire qu'on pilote ces différents assets pour venir maximiser à la fois les économies sur notre facture énergétique et également générer des revenus via la flexibilité explicite. Avant de vous faire la démo et vous montrer comment on met ça en place sur ce site, pour rappel, on a mis en place, donc sur ce site, on a installé une solution d'EMS. Donc la solution d'EMS de Schneider Electric, elle s'appelle EcoStruxure Microgrid Advisor. Le rôle de ce contrôleur, c'est de décider quand est-ce que le site doit consommer, produire, stocker ou vendre de l'énergie, de l'électricité. Donc, elle a mis en place, il est connecté aux différents équipements. Il est également connecté à la plateforme Survoltage, on le verra juste après. Et c'est lui, derrière, qui va décider si on charge ou on décharge la batterie, si on bride ou non la consommation des bornes de recharge ou la production photovoltaïque. Et pour rappel, on est sur un EMS dit prédictif, c'est qu'on essaye, l'EMS est capable de venir prédire quelle sera la consommation du site, quelle sera la production du site, production locale du site pour les prochaines 24 heures. Et on utilise ces prédictions pour être capable de piloter au mieux les différents équipements et maximiser à la fois les économies et les revenus. Si on regarde l'architecture avant d'aller directement dans la démo, donc sur ce site d'Intensity, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc on peut, sur le bas de la slide, vous pouvez voir les différents équipements, le réseau, les onduleurs photovoltaïques, la batterie, les bornes de recharge avec son gestionnaire dédié. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on a un premier automate qui est installé sur le site. Son rôle, c'est quoi? C'est de venir remonter les informations de consommation et de production des différents équipements, d'envoyer l'ensemble de ces informations dans le cloud où sont hébergés les algorithmes de gestion d'énergie. Ces mêmes algorithmes ont d'une part accès à des prévisions météo. En fait, on est connecté à une station météo la plus proche du site pour être capable de prédire. On récupère les prédictions d'irradiance pour être capable de faire un calcul de prévision de productibles photovoltaïques. Et on est également connecté à Survoltage qui fait donc le lien avec RTE et les marchés de l'énergie. Donc, pour rappel, pour faire cette connexion, on est passé via un API standardisé suivant le label FlexReady. On veut simplifier la vie à l'agrégateur parce que chaque équipement, les bornes de recharge, la batterie, les onduleurs, ont leur propre API. L'API, ça va être le moyen de communication avec l'agrégateur. On vient agréger techniquement l'ensemble de ces produits sous un seul API, sous une seule porte d'entrée pour simplifier le pilotage et l'interconnexion avec Survoltage. Et ce qui se passe donc sur ce site, c'est que EMA, d'une part, reçoit des prédictions météo, connaît en live quelle est la consommation et la production des différents équipements, reçoit les requêtes de Survoltage qui peut décider ou non de prendre le contrôle sur la batterie via notre solution d'EMS. Donc, vous pouvez voir, on est capable de recevoir une consigne de Survoltage qui peut donc prendre le contrôle sur cette batterie. Et donc, EMA tourne à la fois de manière autonome pour faire cette flexibilité implicite et peut à tout moment déléguer le pilotage à l'agrégateur pour activer de la flexibilité explicite. Je vous propose, je vais partager mon écran. On va regarder tout de suite comment ça se traduit sur le site d'Intensity avec le système de pilotage. Hop, alors, je vais choisir l'écran. Une petite seconde. Donc, normalement, vous devez voir mon écran. On est parti, on n'est plus sur les slides. Voilà, parfait. On est sur l'interface de notre solution d'EMS qui s'appelle donc EMA. C'est-à-dire qu'on est capable donc de voir en temps réel quels sont les différents flux énergétiques, la consommation ou non venant du réseau. Donc, à l'instant T, vous pouvez voir qu'on exporte sur le réseau. On est capable de voir quelle est la production photovoltaïque à l'instant T. Donc, on exporte quasi 300 kW, on produit quasi 600 kW. Vous pouvez voir que les données viennent de changer. On n'a pas forcément de production au niveau des deux petites éoliennes qui sont installées sur site. On peut voir qu'on est en train de charger la batterie. Pour rappel, c'est une batterie qui fait 100 kW, 300 kWh. Et derrière, il n'y a pas de consommation au niveau des bornes de recharge. Et on peut voir la consommation sur d'autres charges du bâtiment. Donc, derrière, c'est EMA, l'EMS qui tourne de manière autonome et qui fait ses arbitrages en gardant en tête, en gardant comme objectif de maximiser les économies énergétiques sur la facture. Comment ça se traduit d'un point de vue pilotage? Je vais aller dans les courbes en essayant de
rentrer dans la complexité. Donc, quand vous voyez ces différentes courbes, pour rappel, ce qu'il faut comprendre, c'est que la ligne bleue, c'est le temps réel. Donc, normalement, il est 11h47. Il nous restera un peu de temps pour les questions, la session de questions-réponses. Sur la partie gauche, on est sur du passé. Et sur la partie droite, on est sur les prévisions qui sont générées par les algorithmes de l'EMS pour les prochaines 24 heures. Donc, le premier graphique correspond au tarif d'électricité. Donc, on est sur un tarif heure pleine, heure creuse. Une heure creuse de 22h à 6h du matin, une heure pleine de 6h à 22h. On a un delta qui est relativement faible sur ce site. On a quelques centimes de delta du kilowattheure entre l'heure pleine et l'heure creuse. Le graphe du dessous correspond à la consommation totale du site. Donc, vous pouvez voir en noir la conso totale du bâtiment, en bleu, la consommation qui vient du réseau. Donc, vous comprenez que le delta il est lié à la production locale. Si la courbe bleue est négative, c'est-à-dire qu'on injecte une partie du surplus de production photovoltaïque sur le réseau. Dans le cas de ce site, on a la possibilité, on a un tarif de rachat, donc on a la possibilité d'exporter une partie du surplus. Vous pouvez également voir du pointillé et du très plein. Le pointillé, c'est ce qui avait été prévu par les algorithmes, et le très plein, c'est ce qu'on a réellement mesuré. Donc, on est capable de voir si les prédictions de l'EMS sont plus ou moins correctes versus la réalité de la mesure. Et sur cette partie droite, on est donc sur des prédictions qui sont mises à jour toutes les 15 minutes, parce que toutes les 15 minutes, EMA utilise l'ensemble des informations dont il a à disposition, dont les requêtes de l'agrégateur, pour mettre à jour son agenda de pilotage. Et enfin, production locale, même principe, en jaune, vous avez la production photovoltaïque, pointillé ce qui avait été prévu, très plein ce qu'on a mesuré. Donc, sur cette partie droite, on est sur des pures prédictions. Et en vert, vous retrouvez le pilotage de la batterie. Quand la courbe verte est positive, la batterie est en décharge. Quand la courbe verte est négative, donc là, elle est légèrement négative tout au long de la journée, on peut le voir, moins 5 kW, moins 4 kW. La batterie est en charge et on peut voir qu'elle est de nouveau prévue d'être en décharge en fin de journée. Pourquoi ? Parce que l'EMS anticipe tout simplement un surplus de production photovoltaïque en journée. Et donc, l'idée, c'est de décharger la batterie le matin pour être capable de valoriser, stocker un maximum de surplus en journée. Et ensuite, vous pouvez voir qu'on décide de le décharger vers 18h, 19h, au moment où on va arrêter d'exporter, on n'aura plus forcément de surplus de PV exporté. Donc, on vient de nouveau décharger la batterie. Pourquoi ? Parce qu'on est en heure pleine. On veut donc minimiser notre conso vis-à-vis du réseau. Vous allez me dire quel est le lien avec la flexibilité explicite. Donc, je vais aller sur un jour, on a mis en place ce type de flexibilité explicite, c'est-à-dire que Survoltage a pris la main sur notre batterie via notre EMS. Donc, pour rappel, je suis allé sur la journée du 3 juin, donc il y a 2 semaines. Pour rappel, les courbes, courbe noire, conso totale, courbe bleue, ce qui vient du réseau, courbe jaune, production photovoltaïque, courbe verte, comportement de la batterie. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'on a commencé à avoir du surplus vers 9h du matin. Donc, l'EMS avait anticipé ce surplus. Il a décidé de venir décharger la batterie pour être capable de stocker un maximum de surplus. Donc, on voit que tout au long de la journée, on est venu stocker ce surplus. Et ensuite, en fin de journée, au moment où on n'avait plus forcément d'excédent de production photovoltaïque, l'EMS a décidé de décharger la batterie. Pourquoi ? Parce qu'on est en heure pleine. Vous remarquerez qu'en fin de journée, on est passé en heure creuse à partir de 22h. Et si on regarde le comportement de la batterie, on constate que la batterie s'est déchargée. Ça ne fait pas forcément sens, j'allais dire, d'un point de vue pilotage local du site. Pourquoi ? Parce qu'on était en heure creuse. Donc, on a tout intérêt, suivant la tarification du site d'Intensity, de venir maximiser la consommation du réseau. Et on peut voir que la batterie s'est donc déchargée et que vis-à-vis du réseau, on s'est, entre guillemets, effacé. On voit qu'il y a un delta entre la courbe noire, qui est la consommation totale du site, et la courbe bleue, qui est donc la consommation qui vient du réseau. Et donc, c'est là où Survoltage, via notre EMS, a décidé d'activer, on va dire, cette flexibilité explicite pour générer des revenus sur les marchés d'électricité. Et je te laisse la main pour commenter, Jeff. Merci Valentin. Et tout à fait à ce moment-là, finalement, le tarif heure pleine, heure creuse dont bénéficie Intensity est un tarif, on va dire, connu vraiment à l'avance, mais qui ne voit pas forcément ce qui se passe en termes de tension, temps réel sur les réseaux électriques, ni ce qui se passe d'un point de vue tarif sur les marchés de gros de l'électricité.
Donc ici, il y a eu tout simplement un arbitrage. L'arbitrage, c'est je sais que je vais payer pas très cher en heure creuse. J'aurais plutôt intérêt à charger finalement. Et finalement, on fait l'arbitrage de se dire en fait, on va gagner beaucoup plus, soit en allant chercher ce jour-là sur le spot, soit en allant chercher un service de type MFRR sur ce site pour faire en sorte de maximiser finalement les revenus associés et que l'enveloppe budgétaire soit meilleure dans ce cas-là. Maintenant, tout simplement, pourquoi, par exemple, à 22 heures, et on constate assez régulièrement ces derniers temps, pourquoi finalement il peut y avoir des opportunités à ce moment-là pour se décharger. Tout simplement, si on pense au panel énergétique français, on a des chauffe-eau, beaucoup de chauffe-eau, notamment dans le résidentiel, qui se démarrent dans les heures de 22 heures à 23 heures à minuit. Et donc, finalement, le réseau a besoin de soutien et de support, sachant qu'à ces heures-là encore, finalement, on n'a plus d'énergie renouvelable fortement disponible, sauf les jours de vent. Et donc, finalement, ça vient soutenir un petit peu le réseau à ces endroits-là. Donc, c'est un arbitrage qui a été piloté par nos soins chez Survoltage, sur lequel, à un moment donné, il a été considéré que c'était mieux pour l'usage, évidemment, dans la limitation du plan de conduite qui nous autorise de faire des choses ou de ne pas en faire en fonction du site, des caractéristiques de l'objet qu'on est en train de manipuler et des caractéristiques et des KPI qui ont été mis en place sur un temps site. Merci Jeff. Donc, on arrive à la fin de la présentation. On vous a montré ce qu'on a fait sur le site d'Intensity, où on teste, entre guillemets, nos différentes solutions avant de les promouvoir et de les installer chez nos clients. Donc, voilà un exemple de pilotage, de flexibilité implicite, explicite, avec du stockage qu'on teste et qu'on met en place aujourd'hui sur ce site d'Intensity. Donc, on en a terminé pour la présentation. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Il nous reste encore 5 grosses minutes pour répondre à l'ensemble de ces questions. Et Caroline, peut-être que je te laisse la main pour nous dire les différentes questions. Très bien. Déjà, merci à tous les deux pour cette présentation. C'était passionnant. Je pense que ça a servi à plus d'un par rapport aux réponses aussi dans le chat. Et je vois que tout le monde reste jusqu'à la fin de la session. Donc, c'est vraiment chouette. Une première question de Loïc Suard. Une batterie stationnaire lithium peut-elle remplacer un onduleur plomb? Alors, je peux la prendre quand on parle de système de stockage, dépendamment de la technologie de la batterie. Il lui faut quelques secondes, quelques dizaines de secondes, parce que quand on parle d'onduleur, on parle donc d'UPS, c'est-à-dire qu'on veut garantir, en cas de blackout, on veut être capable de continuer à alimenter nos charges sans coupure. Donc, on est le temps en général que les groupes électrogènes se mettent en route, on met ce type d'onduleur d'UPS pour garantir une continuité de service. Aujourd'hui, dépendamment des technologies de batterie, il faut comparer une batterie à une sorte de groupe électrogène électrique. C'est-à-dire que la batterie, il lui faut aussi un certain temps pour changer de mode. Quand on parle de batterie, il y a deux types de batteries. Des batteries qu'on appelle grid following. Donc, la batterie, elle suit la référence en tension et en fréquence qui est donnée par le réseau pour fonctionner. Et après, on a des batteries qui sont dites grid forming. C'est-à-dire que ce type de batterie a la capacité de créer cette référence en tension et en fréquence pour les autres charges lorsque le réseau n'est plus là parce qu'il y a un blackout. Et donc, en général, il faut dépendamment de la techno, bien sûr, quelques secondes pour passer du mode grid following quand le réseau est présent à grid forming. Donc, il faut quelques secondes à la batterie pour se mettre en route. Donc, la batterie, dépendamment de la techno, bien entendu, aujourd'hui n'est pas encore un onduleur. Elle est utilisée pour un usage différent. L'onduleur est là pour prendre une puissance très importante pendant un temps court, le temps que les groupes se mettent en route ou que la batterie se mette en route. Alors que le rôle de la batterie est de venir offrir une capacité donc en kilowattheure plus importante pendant un temps plus long, mais n'est pas forcément capable, dépendamment du dimensionnement, de prendre la totalité de la charge lors de l'événement du blackout. Donc, on doit pouvoir faire également ce qu'on appelle du délestage si besoin, si la production locale et la consommation locale n'est pas identique. Très bien. Le même participant a posé à l'instant une question sur la durée de vie des batteries stationnaires. Donc, je peux la prendre celle-ci également. Donc, aujourd'hui, la durée de vie des batteries, bien entendu, ça dépend des produits. On est autour de 10 à 15 ans. Et quand on parle de durée de vie d'un produit, on va parler soit en années, soit en nombre de cycles. Donc, c'est-à-dire que les batteries sont garanties pour atteindre un certain nombre de cycles. Et lorsqu'on dépasse ce nombre de cycles,
entre guillemets, la batterie va continuer à fonctionner, mais l'état de santé, ce qu'on appelle le SOH de la batterie, est dégradé. C'est un peu comme votre téléphone ou votre PC. Après quelques années, vous n'êtes plus à 100% de capacité, dépendamment du nombre de cycles de charge et de décharge. Donc, ce qu'on peut voir aujourd'hui sur les différents produits, dont les produits Schneider, on est entre 10 et 15 ans et on va être entre 7000 et 8000 cycles de garantie sur ce type de batterie stationnaire. Merci Valentin. Une autre question, l'espérance de revenus, d'ailleurs assez engageante, s'appuie sur des puissances, pas de notion d'énergie dans la flex. Celle-là, elle va être pour moi. Effectivement, une analyse est faite à chaque fois sur les différents types de projets. Dans le slide, il y a un certain nombre de jusqu'à, et donc on répond très souvent de manière assez précise avec Schneider sur la valeur des projets. Les estimations qui sont faites, elles sont liées vraiment à la puissance de l'onduleur de l'inverteur de la batterie, parce qu'en fait, on considère des batteries 2 heures pour les projections, c'est-à-dire qu'il y a quand même une valeur en énergie, mais il y a aussi une valeur liée à finalement la capacité de puissance à injecter ou à soutirer du réseau, notamment sur les mécanismes de type AFRR, la réserve secondaire, ou bien sur les mécanismes MMFRR et sur les mécanismes de capacité hivernaux. Ce qui compte, c'est la capacité à enlever une certaine puissance à un instant T. Et c'est celle-ci qui a de la valeur. Sur les marchés spot, en énergie, effectivement, là, on va calculer en mégawattheure et généralement, on considère une batterie comme étant à minima 2 heures, c'est-à-dire que si vous avez 1 mégawatt de puissance, vous avez un stock de 2 mégawattheures, ce qui est majoritairement le cas aujourd'hui et qui va même des fois jusqu'à des batteries dites 4 heures, dit autrement, 4 fois plus une batterie d'1 mégawatt qui donne 4 mégawattheures. Merci Jeff. Il y a une dernière question dans le chat. Dans quelle mesure on est autorisé de varier notre source de consommation pour délester le réseau? Sur le site en démo, donc on parle d'Intensity, ça représente à peu près combien d'économies? Alors, je peux commencer et après je te laisse la main, Jeff. L'objectif, ce qu'on peut voir aujourd'hui, dépendamment du delta heure pleine, heure creuse sur la facture énergétique, sur le tarif, le contrat du site, prendre l'exemple du site d'Intensity, dépendamment est-ce qu'il y a un tarif ou non de rachat du surplus, ce qu'on peut voir en général, c'est que la flexibilité explicite est beaucoup plus rémunératrice que la flexibilité implicite. Ça dépend de la structure du contrat, est-ce qu'on a du surplus, est-ce qu'on peut revendre ou non le surplus. Donc derrière, c'est un arbitrage qui est fait à la fois l'agrégateur, lorsqu'il décide d'activer ou non une flexibilité, il sait à quel montant il sera capable de la valoriser. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en général, ce type de flexibilité est beaucoup plus rémunérateur. Donc, ça vaut le coup, pas tout le temps, et je te laisse commenter derrière, Jeff, de mettre en place, de déléguer le pilotage à l'agrégateur, parce que l'objectif, au final, c'est que les économies et les revenus soient les plus importants possibles pour le site, donc le site d'Intensity et donc Schneider dans ce cas. Voilà, sur la partie vraiment explicite, sur ce qui est fait aujourd'hui sur le site d'Intensity, sur lequel on empile de plus en plus de marchés, et c'est encore des travaux en cours. Aujourd'hui, sur 2026, la flexibilité explicite sur Intensity représente grosso modo entre 6 et 8 000 euros de revenus sur une batterie qui est une batterie 100 kg de puissance. Ça va être encore plus dans un temps prochain, notamment avec l'ajout de nouveaux marchés. Mais en tout cas, à date, c'est ce qu'on en ressort sur ce bâtiment. Je prends une dernière question. Est-il compatible avec des solutions électrogènes en cas de blackout prolongé? Donc, j'imagine qu'on parle de groupe électrogène. Donc, le site d'Intensity est, entre guillemets, ilotable, mais la batterie n'est pas utilisée parce qu'il y a un groupe électrogène, mais elle n'est pas utilisée pour faire du backup sur ce site. Mais on peut tout à fait imaginer un site où on vient mettre de la batterie pour réaliser tous les cas d'usage qu'on a mentionnés, la flexibilité implicite, la flexibilité explicite. Et en cas de panne, on peut décider d'utiliser à la fois le groupe électrogène, à la fois la batterie, à la fois la production photovoltaïque pour alimenter les charges, c'est-à-dire qu'il y a eu un blackout, disons, sur Grenoble. Le site n'est plus raccordé physiquement au réseau. On met en route nos différentes sources de production locales et l'automate
qui va venir piloter ces différents équipements. Il va chercher à maximiser l'usage du photovoltaïque et de la batterie versus le groupe. L'idée, c'est de décarboner les solutions de backup. Donc, on peut tout à fait avoir des solutions de backup hybrides avec du groupe électrogène, ce qui est aujourd'hui qui est le cas dans la quasi-totalité des projets, avec du photovoltaïque et du stockage. Merci Valentin. Merci à tous pour ceux qui ont répondu au sondage, parce qu'on a envoyé pas mal de questions à la suite de la présentation. Je voulais vous souligner que si vous souhaitez être accompagné par Schneider Electric sur votre projet, je vous ai posé une question sondage. Souhaitez-vous être accompagné par Schneider Electric ? Pour des raisons d'RGPD, nous ne pourrons pas reprendre contact en direct avec vous si vous ne répondez pas oui. Donc, en tout cas, voilà, si vous souhaitez avoir un contact avec Valentin et Jeff, c'est important de répondre à cette question, notamment du sondage. Merci en tout cas à tous pour vos questions. En termes de ressources, j'avance là-dessus. Effectivement, tous les replays des webinaires sont disponibles sur une playlist YouTube, donc que vous pouvez consulter si vous voulez revenir sur certains sujets ou parce que vous n'avez pas pu participer aux précédents webinaires. Et nous avons également un espace dédié au microgrid, notre page web, donc on vous a remis les liens. Donc, voilà, nous étions hyper heureux, en tout cas, d'animer tous cette session avec Valentin et notre invité Jeff. Merci encore pour ta présence aujourd'hui. On vous souhaite tous, du coup, une bonne journée, un bon week-end. À très vite. Nous réorganiserons des séries de webinaires sur le sujet microgrid et sur d'autres sujets à partir de septembre probablement. Donc, en tout cas, merci à tous pour votre participation et on vous souhaite tous une très belle journée. À bientôt. Merci. Merci.